Sur le site Centraide, vous avez également une partie, comme vous l'avez vu sur la vidéo, sur le droit des aidants. Autrefois peu pris en compte par la législation française, les aidants familiaux bénéficient aujourd'hui de davantage de droits. Plusieurs dispositifs existent, mais ils sont mal connus. Ils sont hétérogènes parce qu'il y a des mesures pour les aidants de personnes âgées, d'autres pour les aidants de personnes en situation de handicap. Elles existent et tentent d'être renforcées. Et je laisse Raphaël Martin à nouveau intervenir sur la présentation des droits des aidants. Bonjour. Effectivement, merci Estelle pour l'introduction. Effectivement, la notion d'aidant est une notion finalement assez récente, puisque la première définition de l'aidant ne remonte qu'à 2005. Donc vous voyez, ça fait même pas 20 ans. Et elle avait été définie dans le cadre des aidants relevant du champ du handicap. Ensuite, en 2010, il y a eu la création de la Journée nationale des aidants, qui a lieu tous les ans le 6 octobre. En 2015, il y a eu la loi ASV, loi de l'adaptation de la société au vieillissement, qui a introduit la notion d'aidant de personnes âgées. Donc, c'était la première définition pour ce public-là. Et elle a instauré aussi le droit au répit, donc un des premiers droits effectifs, entre guillemets, pour les aidants. En 2022, il y a eu aussi En 2020-2022, il y a aussi eu la stratégie Agir pour les aidants, avec 6 priorités et 17 mesures clés pour accompagner les aidants au quotidien. Je ne détaille pas parce qu'Estelle m'a dit qu'il fallait que j'aille vite. Et comme je parle déjà assez vite et que ça va être assez dense, je m'arrête là. Mais en tout cas, voilà, sachez que la prise en compte des droits des aidants est assez récente. Et effectivement, comme le disait Estelle, et ce sont des droits qui sont aujourd'hui assez morcelés et éclatés. On a des droits qui sont réservés à des personnes âgées, il y a des droits qui sont réservés aux aidants de personnes en situation de handicap. Donc ça peut être assez difficile de s'y retrouver. Et d'autant plus que parfois, il y a des droits des aidants qui sont glissés dans des lois auxquelles on ne penserait pas, comme par exemple la loi travail de 2016, qui a permis aussi des avancées pour les droits des aidants en situation d'activité professionnelle. Alors, justement, pour les aidants salariés, il y a différents congés possibles. Le congé que vous connaissez sans doute très bien, c'est le congé de proche aidant. Il faut savoir que le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis 2017. Et ce congé permet à tout aidant en activité professionnelle de cesser temporairement son activité pour s'occuper d'une personne handicapée ou invalide ou en perte d'autonomie ou âgée. Il faut savoir que ce congé s'adresse aux aidants ayant un lien de parenté avec la personne en perte d'autonomie ou en situation de handicap, mais pas que, parce que ça peut aussi, ce congé est aussi accessible aux aidants ayant des liens étroits et stables avec une personne en fragilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque ça permet à des voisins proches ou des amis d'enfance ou autres qui accompagnent au quotidien une personne en perte d'autonomie de pouvoir bénéficier de ce congé de proche aidant. Ce congé est de 3 mois, fractionnable dans la limite d'1 an pour l'ensemble de la carrière du salarié. Donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'au bout de 3 mois, on peut renouveler la demande de congé de proche aidant jusqu'à 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié. Et attention, un point important à avoir en tête, c'est sur quel que soit le nombre de personnes aidées que l'on accompagne. Donc si par exemple, j'accompagne aujourd'hui un parent âgé, que demain un de mes enfants est en situation de handicap et qu'après-demain mon conjoint développe un cancer, malheureusement sur l'ensemble de ma carrière, je n'aurai le droit qu'à 1 an de congé de proche aidant. Et donc, je vous disais que ce congé de proche aidant était fractionnable. On peut le demander donc par journée, voire même par demi-journée. Ce congé de proche aidant est aujourd'hui indemnisé par l'AJPA, l'allocation journalière de proche aidant. Pour vous donner une idée du montant, il est de 62,44 € par jour ou de 31,22 € par demi-journée. Et aussi important de le savoir, l'AJPA n'indemnise que les 3 premiers mois du congé de proche aidant. Au-delà des 3 premiers mois. Donc, pour les 9 mois restants, aujourd'hui, il n'y a pas d'indemnisation de ce congé de proche aidant. Deuxième congé, le congé de présence parentale. Le congé de présence parentale permet à une personne en activité professionnelle de s'occuper d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou qui est victime d'un accident d'une particulière gravité et dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié bénéficie alors d'une réserve de congé qu'il utilise en fonction de ses besoins. Et ce congé de 310 jours ouvrés, fractionnable en demi-journée si besoin. Là encore, le congé de présence parentale est indemnisé via une allocation qui s'appelle l'allocation journalière de présence parentale, l'AJPP, et qui a le même montant que l'AJPA, à savoir 62,44 € par jour. Et là aussi, le congé de présence parentale est fractionnable en demi-journée et le montant de l'AJPP est alors de 31,22 €.
Ensuite, le congé de solidarité familiale. Donc ce congé est aussi fractionnable, mais seulement par journée et pas par demi-journée. Et il est destiné à accompagner un proche dont le pronostic vital est engagé ou quand le proche se trouve en fin de vie. Ce congé de solidarité familiale est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Et il est indemnisé par l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, l'AJAP. J'espère que vous arrivez à suivre tous les acronymes. Et le montant de l'AJAP est un tout petit peu inférieur aux autres allocations, puisque l'allocation est de 60,55 € par jour, ou de 30,28 € si la personne a transformé son congé de solidarité familiale en activité à temps partiel. Autre congé possible, alors sachez que pour les parents d'enfants en situation de handicap, ces aidants-là peuvent bénéficier de 2 jours de congés supplémentaires par an, à condition que la durée totale des congés n'excède pas la durée maximale de congés annuels. Et enfin, lors de l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant, les parents peuvent avoir des congés exceptionnels. C'était déjà prévu depuis 2016 pour les parents salariés apprenant le handicap d'un enfant. Et la loi de 2021 a étendu ce congé spécifique aux parents qui apprennent la survenue chez leur enfant d'un cancer, d'une pathologie chronique lourde, et nécessitant par exemple une hospitalisation ou des traitements médicamenteux lourds, etc. Et donc ce congé d'annonce est d'une durée minimale de 2 jours ouvrables et peut être augmenté par convention ou accord collectif d'entreprise ou à défaut d'accord de branche. Je continue dans les dispositifs légaux pour les salariés aidants. Il y a donc le don de RTT, qu'en général vous connaissez plutôt bien. Cela permet à une personne en activité professionnelle de bénéficier de dons de journées supplémentaires de congés qui ont été donnés par d'autres membres de l'entreprise. Et donc une personne en activité professionnelle peut, sous condition, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue proche aidant qui s'occupe d'un membre de son entourage, handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Et le don de jours de repos permet aux salariés qui en bénéficient d'être rémunérés pendant son absence. Initialement, le don de jours de RTT était réservé aux aidants s'occupant d'un enfant. Et aujourd'hui, ce don de RTT est aussi possible pour les aidants accompagnant un ascendant au quotidien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour les aidants accompagnant un proche en situation de handicap, ils ont la possibilité de demander l'aménagement d'horaires de travail individualisé, sachant que quand ils font cette demande, leur employeur ne peut refuser la demande lorsqu'ils sont aidants d'une personne en situation de handicap. Autre dispositif, l'affiliation gratuite à l'assurance retraite du régime général. Donc les périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ou d'un proche handicapé ou malade peuvent être prises en compte pour la retraite. Et donc pour cela, l'aidant peut demander une affiliation gratuite sans verser de cotisation à l'assurance retraite du régime général de la sécurité sociale et ainsi acquérir des trimestres supplémentaires. Et enfin, la récente réforme des retraites a créé une assurance vieillesse spécifique pour les aidants. Donc à voir par la suite comment cela va se concrétiser. Autre dispositif, la durée des congés pris en une seule fois. Donc pour les aidants, il est important de savoir que la durée des congés pris en une seule fois peut excéder 24 jours, ce qui n'est pas le cas pour un salarié lambda qui ne peut pas demander à cumuler plus de 24 jours de congé. Autre dispositif qui est venu dans la loi travail dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fameuse loi de 2016, c'est la possibilité de refuser le travail de nuit. Donc lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses d'un aidant, à ce moment-là, il peut refuser de travailler la nuit et son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour. Et enfin, dernier droit dont je voulais vous parler, c'est l'accès à la validation des acquis de l'expérience. Donc ça, c'est une annonce gouvernementale qui était assez récente lors de la dernière JNA, disant que les proches aidants et les aidants familiaux seraient autorisés à faire valoir les compétences acquises dans la prise en charge de la dépendance ou de la fin de vie d'un membre de la famille dans le cadre d'une demande de VAE. Et donc, c'est notamment pour faciliter pour une transition vers des métiers de soins. Mais nous attendons à voir concrètement comment cette VAE sera possible. J'aborde maintenant la question des droits dans le cadre de l'APA. Donc, je vous ai parlé de la loi ASV tout à l'heure. Et donc, la loi ASV a mis en place des aides pour les aidants dont le proche est bénéficiaire de l'APA. Cela exclut donc aujourd'hui les personnes âgées en perte d'autonomie qui n'ont pas fait encore de demande d'APA.
Donc, je passe le message parce que souvent, certains aidants nous disent on a un plafond de ressources qui est supérieur à, qui est important. On ne va pas demander l'APA si c'est important de la demander parce qu'il y a des droits qui sont liés à l'APA. Donc, demander l'APA n'est pas une démarche inutile. Donc, la loi ASV, comme je vous le disais, a introduit le droit au répit, qui permet aux proches aidants de se libérer du temps pour ses activités, se reposer ou vaquer à ses occupations quotidiennes. Donc, plusieurs conditions pour cela. Il faut que la personne aidée soit bénéficiaire de l'APA, comme je vous l'indiquais, mais il faut aussi que le plafond d'aide du plan d'aide d'APA ne soit pas au maximum. Il faut que l'aidant soit reconnu comme indispensable, c'est-à-dire assurant une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile de son proche et ne pouvant pas être remplacé. Donc, pour vous donner une idée du montant, il est de 540 € par an, permettant de financer des aides au répit telles que de l'accueil de jour, de l'hébergement temporaire, de l'aide à domicile comme le relayage. Et il faut savoir que pour la demande d'aide d'APA, le montant du plan d'aide, le taux de participation de la personne dans le cadre de son plan d'aide classique est aussi appliqué pour le plan d'aide APA. Ce qui veut dire, mettons qu'une personne ait un taux de participation de 50%, à ce moment-là, le plan d'aide de l'APA ne sera que le forfait répit de l'APA ne sera que de 50%, puisque le taux de participation s'applique là encore. En cas d'hospitalisation de l'aidant, une aide ponctuelle peut être accordée pour permettre de mettre en place une solution le temps de l'hospitalisation de l'aidant. Donc son montant peut atteindre jusqu'à 1 073 € par hospitalisation. Et donc cette aide peut servir à financer soit de l'hébergement temporaire, soit de l'aide à domicile à la maison. Contrairement au droit au répit, il n'est pas nécessaire que le plan d'aide APA soit au maximum pour solliciter cette aide auprès du département. En revanche, le taux de participation de la personne s'applique pour ce forfait hospitalisation. Je termine ma présentation par les aides fiscales. Donc, pour un aidant qui héberge gracieusement à son domicile un de ses parents, père ou mère ou beaux-parents, parents qui ne disposant pas de ressources suffisantes, alors l'aidant peut déduire au titre des pensions alimentaires une somme correspondant à l'hébergement et à la nourriture. Il y a des aides en plus pour les Parisiens qui accueillent un parent âgé. Il y a des aides financières quand les ressources sont limitées. Si un aidant héberge gracieusement à son domicile un proche qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui est âgé de plus de 75 ans et qui n'est pas l'un de ses parents, j'espère que vous avez réussi à suivre, mais je vous l'ai écrit. Sachez que le montant des avantages en nature, hébergement, nourriture, peut être déduit de son revenu imposable au titre des frais d'accueil. Et donc là, il y a une déduction plafonnée avec un montant maximum déductible possible. Et enfin, sachez que l'aidant a le droit à une part fiscale supplémentaire s'il héberge sous son toit une personne titulaire d'une CMI invalidité ou d'une carte d'invalidité avec une incapacité d'au moins 80%, à condition que cette personne ne soit pas son conjoint ou son enfant. Et enfin, en cas de participation aux frais d'hébergement en EHPAD, si un aidant participe aux frais d'hébergement en EHPAD, notamment dans le cadre de l'obligation alimentaire, il pourra déduire la somme versée au titre des pensions alimentaires. Voilà. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de droits, assez dispersés, assez morcelés. Sachez que pour aller plus loin, vous avez différents sites, et j'ai oublié le dernier que je vais vous citer, qui est monparcourshandicap.gouv.fr, que j'ai découvert après avoir envoyé mon PowerPoint. Mais voilà, je vous le dis à l'oral. C'est l'équivalent du site pour les personnes âgées.gouv.fr. C'est aussi un site officiel. Mais monparcourshandicap.gouv.fr s'adresse aux personnes qui sont confrontées au handicap. Pour les personnes âgées, c'est le site pour les personnes âgées.gouv.fr qui est le site de référence pour retrouver tous ces droits. Et vous avez aussi le site servicepublic.fr qui est plutôt bien fait et qui est bien actualisé pour permettre de retrouver tous ces droits. Voilà, merci pour votre attention.